Mais est-ce que quand on est journaliste, on peut justifier l'incarcération de journalistes simplement parce qu'ils font leur travail, tout simplement parce qu'on serait d'un autre bord politique? C'est une aberration qui est dangereuse. Ceux qui font ça considèrent qu'il y a des espèces de balanciers historiques en fonction des périodes de la Turquie et des changements de régime et du camp dans lequel on se trouve. Ce serait justifié de procéder à ça. Je dénonce ici l'attitude de ceux qui justifient, qui légitiment ces incarcérations. Hoş geldiniz. Bugün Paris'te sınır tanımayan gazetecilerle birlikteyiz. Sınır tanımayan gazetecilerin genel sekreteri Monsieur Christophe Delar'la birlikte 2018 yılındaki basın özgürlüğünün, ifade hürriyetinin durumunu, dünyadaki genel durumunu ve Türkiye'deki durumunu değerlendireceğiz. Merci pour nous accueillir, Christophe. Je vous en prie. Alors, vous avez publié un bilan 2018 et selon votre bilan 2018, nous sommes où au niveau de liberté de presse dans le monde entier? Le bilan de la liberté de la presse, c'est en l'espèce un bilan des violations des droits des journalistes. C'est sous cet angle que nous avons travaillé. Et quels que soient les indicateurs sur les violations des droits des journalistes, qu'on regarde les assassinats de journalistes, les disparitions forcées, les prises d'otages de journalistes, les menaces, en fait, on se rend compte que tous les clignotants sont au rouge, tous les voyants sont au rouge. C'est-à-dire qu'il y a une aggravation de la situation, et je n'ai pas cité, mais c'est évidemment important, et notamment au regard de la Turquie, c'est le nombre de journalistes en détention. Donc la situation, elle est en train de se dégrader. S'agissant des assassinats, il y avait eu une amélioration au fil des dernières années. Là, c'est reparti à la hausse de manière très forte, en fait avec une espèce de dissémination de la violence, et on se rend compte que la violence, elle survient même sur le territoire européen, qui est pourtant le continent sur lequel la liberté de la presse est la mieux assurée. Il y a eu des assassinats de journalistes, notamment de journalistes d'investigation, et même aux États-Unis, il y a eu des journalistes tués dans une attaque contre un journal dans le Maryland, à Annapolis, par quelqu'un sur qui les journalistes avaient écrit, et qui, 6 ans plus tard, après s'être pendant 6 ans avoir insulté les journalistes, les avoir menacés sur Twitter, et passé à l'acte. Donc ça montre de manière très claire que de la haine des journalistes, de la haine parfois par des parties de la population, par des groupes sociaux, parfois par des responsables politiques, on passe aux actes. On est dans cette période-là. D'accord. Et vous citez la situation de l'Europe. Alors, est-ce que les journalistes sont libres et en sécurité en Europe, ou bien est-ce qu'elle va pour le mieux ou pour le pire? Et par exemple, si vous prenez en compte les derniers 10 ans, quelle est la situation en Europe globalement? Je disais, la situation en Europe, elle est meilleure et souvent de loin que dans le reste du monde. Si on regarde la carte qui est derrière moi, les premiers pays au classement mondial de la liberté de la presse, c'est ceux dont la couleur est blanche, c'est des pays d'Europe du Nord, essentiellement. L'Europe, elle arrive très loin devant d'abord les Amériques, l'Afrique, et puis à la fin, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. D'accord. Ce qu'on observe, malheureusement, c'est que la situation elle est très imparfaite en Europe. En revanche, on ne peut pas laisser dire ce qu'on entend parfois dans un certain nombre de dictatures, c'est qu'au fond, tout ça, c'est un peu la même chose. Parce que ça, c'est un mensonge d'État abominable qui laisse à penser que les choses seraient comparables, par exemple, dans des pays, par exemple, d'Europe de l'Ouest et en Turquie. Non, ça n'a franchement rien à voir quand on regarde de près. D'accord. Et vous avez dit que c'est mieux. Alors, par exemple, il y a 4 ans qu'à Paris, on a vécu l'attentat de Charlie Hebdo et vous savez que les terroristes ont tué les journalistes. Et ce 7 janvier, Emmanuel Macron, en rendant hommage aux victimes de l'attentat, a affirmé que la liberté d'expression est plus forte que jamais. Est-ce que vous êtes d'accord de ça? La liberté d'expression est plus forte que jamais aujourd'hui en France? La liberté d'expression, elle est extrêmement forte. Alors, il y a des critiques, d'abord des critiques politiques sur certaines lois mémorielles, liées à des faits historiques passés. D'autres critiques qui portent sur une forme de conformisme des médias et qui disent qu'une forme de liberté d'expression serait restreinte. Effectivement, il y a des choses à améliorer, mais si on compare à une bonne partie du reste du monde,
la situation est quand même nettement préférable. En France, on ne se retrouve pas en détention quand on est journaliste ou quand on est un citoyen, simplement parce qu'on veut évoquer la réalité, critiquer le gouvernement. On peut critiquer autant qu'on veut le gouvernement, on n'encourra pas la moindre sanction en France. Et ça, aujourd'hui, c'est important de le dire parce que certains veulent créer des confusions, au fond, pour justifier leur système despotique. D'accord. Alors, je veux parler un peu de la Turquie. Vous, il y a aussi des autres associations qui sont pour la liberté d'expression et disent que la Turquie est la plus grande prison des journalistes. Mais par contre, le gouvernement turc, par exemple, la conseillère principale du président, Madame Gülnur Aybet, déclarait qu'il n'y a pas de journalistes en prison en Turquie. Et elle a dit qu'ils sont en prison à cause des crimes qui ne sont pas liés aux activités journalistiques. D'abord, êtes-vous d'accord, parce que vous connaissez la Turquie, et comment vous calculez le nombre de journalistes détenus? Alors, il y a deux choses. Il y a l'ensemble des journalistes détenus, et il y a les enquêtes très spécifiques qu'on peut faire sur chacun des cas. Il y a plus de 100 journalistes aujourd'hui en détention en Turquie. On n'a pas pu faire des enquêtes approfondies sur chacun des cas de journalistes, mais au moins sur 33 des dossiers sur lesquels on a travaillé, il est absolument évident que l'incarcération, elle est purement imputable aux activités journalistiques. Pas parce que des journalistes, et peut-être y en a-t-il quelques-uns, seraient complices ou coupables d'actes de terrorisme. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de journalistes en Turquie qui sont en détention parce qu'ils faisaient leur travail et qu'ils ont été faussement accusés de terrorisme. Donc, dire ce que dit cette conseillère d'Erdogan, c'est un pur mensonge qui correspond absolument pas à des vérités absolument évidentes. C'est qu'aujourd'hui, il y a une répression, et une répression qui passe par les incarcérations, mais qui passe par d'autres biais. La Turquie, malheureusement, ça a été un laboratoire d'extinction du pluralisme. Tous les moyens ont été utilisés. Les incarcérations, parfois, moi j'ai rencontré à Istanbul des journalistes qui avaient été licenciés, donc là ce n'était pas des incarcérations, simplement pour un tweet critique du président Erdogan. Ou même parce que le mari, qui était aussi journaliste, avait lui-même retweeté le tweet. C'est absolument dément ce qui s'est passé. Et il faut ajouter à ça, évidemment, l'appropriation des médias par des proches d'Erdogan. Aujourd'hui, il y a 9 des plus grands journaux turcs qui sont aux mains de proches d'Erdogan, qui soutiennent, qui relèvent de la presse pro-gouvernementale. Il y a 9 télés sur 10. C'est un pays dans lequel, à de très très rares exceptions près, donc à la faveur des violations des droits de journalistes, à la faveur de procédures judiciaires aberrantes, de changements radicaux de ligne éditoriale sous la direction d'un administrateur judiciaire, on a voulu éteindre le journalisme. Et moi, je voudrais rendre hommage au courage des journalistes turcs qui, pour bon nombre d'entre eux, ont continué à travailler, tandis que d'autres, il faut le signaler aussi, se rendaient finalement complices de cette extinction du pluralisme en justifiant l'incarcération de leurs confrères. Moi, je ne demande pas de la solidarité corporatiste. Mais est-ce que quand on est journaliste, on peut justifier l'incarcération de journalistes simplement parce qu'ils font leur travail, tout simplement parce qu'on serait d'un autre bord politique? C'est une aberration qui est dangereuse. Ceux qui font ça considèrent qu'il y a des espèces de balanciers historiques en fonction des périodes de la Turquie et des changements de régime, et du camp dans lequel on se trouve. Ce serait justifié de procéder à ça. Je dénonce ici l'attitude de ceux qui justifient, qui légitiment ces incarcérations. D'accord. En fait, vous avez souligné la solidarité et donc... Enfin, l'absence. L'absence de la solidarité entre les journalistes et juste... Ou même l'absence de l'attachement au principe, en fait. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la solidarité professionnelle, c'est que les journalistes se disent qu'il est de leur rôle de défendre l'exercice du journalisme, quels que soient les angles, quelles que soient les parties de la réalité que les journalistes vont aller chercher. D'accord. Juste, j'aimerais bien poser une autre question, en fait, et c'est aussi sur la divergence des chiffres et
qui sont partagés par des associations. Est-ce que cette divergence des chiffres montre un filtre idéologique chez les associations? C'est-à-dire, y a-t-il une différence entre les journalistes qui ont travaillé dans un média kémaliste ou pro-kurde ou pro-Gulen? Est-ce qu'il y a... Non, mais qu'il y ait des différences. Alors, il peut y avoir quelques divergences méthodologiques. Ouais. Sur les cas dans lesquels il y a doute, dans quelle catégorie on les range, et puis plus largement, il y a le fait, je le disais, on est toutes les associations, toutes les organisations honnêtes disent qu'il y a plus de 100 journalistes aujourd'hui en détention en Turquie. Après, j'évoquais le fait que nous, on a identifié 33 dossiers au moins dans lesquels ces incarcérations étaient liées purement à l'exercice journalistique. Il y en a d'autres sur lesquels on n'a pas eu le temps d'enquêter, donc certaines divergences peuvent être liées à ça, mais en tout cas c'est de très grande mauvaise foi que de dire qu'à cause d'études de différents dossiers, en fait le nombre est réduit à zéro et qu'il n'y a pas de journalistes, et que ça montre que ces campagnes pour la défense des journalistes turcs incarcérés, c'est des campagnes qui sont très respectueuses de la Turquie. Franchement, la Turquie, c'est un pays qu'ARSF, par exemple, les collaborateurs aiment beaucoup. Mais ce qui s'y passe, ça n'est pas la Turquie, c'est la répression d'un régime qui veut empêcher que des enquêtes soient faites, et notamment sur ses propres comportements. Alors, pour finir notre entretien, j'aimerais bien poser cette question. Dans les pays où la liberté d'expression est menacée, quelles sont les responsabilités des citoyens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gouvernements sont souvent responsables. Mais parfois, ça n'est pas seulement de leur fait. Il y a des pays dans lesquels il y a des mafias. En 2 ans, 30 journalistes ont été assassinés par des mafias. Du sol européen au Mexique, en passant par l'Inde. Il y a des pays dans lesquels il y a une haine qui est en train de se développer. Et jusque dans un pays comme la France, dans des pays européens, cette haine qui est parfois entretenue par des responsables politiques. Ce que peuvent faire les citoyens en général, c'est de voir ce qui, dans le champ médiatique, représente l'information fiable. Et lorsque ils formulent des critiques contre les journalistes, de se rendre compte que souvent, en fait, sur des réseaux sociaux, il y a des médias supposés d'information, mais qui en fait propagent de la propagande, de l'opinion pure, et qui en termes de garantie de fiabilité sont beaucoup plus faibles. Donc la question qui est posée aujourd'hui aux citoyens, et notamment aux citoyens des démocraties, c'est comment on fait pour garantir l'information fiable. Et évidemment que le journalisme, il a un rôle essentiel à jouer. Et évidemment qu'il faut avoir une conception exigeante du journalisme. Mais ça, c'est un enjeu majeur, mais qui ne sera certainement pas en disant une fois qu'il n'y aura plus de journalistes, on sera tellement mieux. Un pays sans journalistes, c'est un pays dans lequel, non seulement, et ça peut sembler des mots galvaudés, non seulement il n'y a plus de droits démocratiques, de droits collectifs et individuels, mais sans journalistes pour enquêter sur le système hospitalier, sanitaire, sur l'alimentation, les circuits de l'agroalimentaire. Qui peut dire que votre enfant ira dans un système scolaire qui fonctionne bien? Qui ira vérifier que l'alimentation que vous avez dans votre assiette, c'est une alimentation qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre empoisonnée? Qui, du point de vue politique, ira vous dire qui se cache derrière tel ou tel candidat, et est-ce que derrière ces paroles, il y a des vérités ou il y a simplement des intérêts? Il faut bien des gens pour enquêter là-dessus. Il faut bien des gens à qui on puisse d'une certaine manière déléguer notre confiance. C'est un enjeu politique majeur que d'arriver dans la jungle informationnelle dans laquelle on se trouve à défendre ça. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup.